Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la mémoire du génocide commis contre les Tutsis. Mais nous allons parler de cette mémoire sur le chemin de la libération que le Rwanda connaît depuis bientôt 30 ans. Nous allons voir comment est-ce que le Rwanda d'aujourd'hui vit avec son passé lourd. Mais comme on dit, chaque peuple a son passé, qu'il soit blanc ou noir, c'est un passé qu'on doit assumer en tant que nation, en tant que pays. Mais aujourd'hui, sur ce chemin de la libération qui rime avec développement que le Rwanda connaît. On se demande aujourd'hui la place de la mémoire de son passé. Qui travaille aujourd'hui et surtout quelle place occupe la mémoire du passé et du Rwanda? Voilà pourquoi dans cette émission nous avons invité deux personnes qui travaillent depuis plusieurs années maintenant pour justement faire vivre cette mémoire aujourd'hui et surtout pour les générations à venir parce que ces générations doivent savoir d'où vient leur pays et surtout où il va. Avec nous, nous sommes avec Madame Assumpta Mugwaneza. Elle travaille depuis plusieurs années sur la mémoire du génocide commis contre les Tutsis et c'est dans plusieurs dimensions. Madame Mugwaneza, vous êtes auteure, chercheuse sur le génocide, mais surtout, vous avez mis un accent sur la question de la mémoire. Bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Je me permets juste de dire Mugiraneza. Voilà. Assumpta Mugiraneza. Voilà. Surtout, pas très loin aussi de Mugwaneza dans la signification. Voilà, nous sommes également avec un autre monsieur qui s'est aussi consacré à la recherche, à l'écriture. Il est auteur, il est poète, il est dramaturge, mais surtout, il travaille sur la question de la mémoire à travers l'art. Monsieur Rurangwa Jean-Marie Vianney, bienvenue dans nos studios. Merci. C'est un plaisir de vous avoir tous les deux. J'aimerais tout d'abord commencer par la question principale aujourd'hui. On parle de la mémoire, mais de quelle mémoire parle-t-on? Qu'est-ce que la mémoire d'un génocide, Madame Assumpta? Merci beaucoup pour cette tentative de co-construire des questions qui pourraient nous permettre d'occuper ce temps utilement. Parce que c'est vrai que quand on dit génocide, tout de suite il y a la question de la mémoire. Et la mémoire d'un génocide, c'est quoi? Je pourrais commencer en disant que c'est impossible, qu'il faut absolument réussir à faire. Parce que justement, un génocide, c'est l'effacement, c'est l'anéantissement, c'est la destruction notamment de ce qu'on appelle la temporalité de la vie, et que quelque part la mémoire vient comme ce qu'il faut reconquérir après, et ce n'est pas à côté du néant. Donc parler de la mémoire d'un génocide, c'est prendre énormément de risques. Il faut avoir le courage de penser, il faut avoir le courage d'admettre la difficulté, la propreté de la tâche. Il faut savoir accepter le fait qu'on n'est jamais à la hauteur, mais se dire que chaque goutte de cet océan est vraiment fondamentale. Donc faire un travail de mémoire après un génocide, de mémoire d'un génocide, c'est de se lancer dans des sortes de dédales difficilement franchissables, difficilement appréhensibles, mais en même temps, je dirais, c'est le seul travail qui vaille une fois qu'un génocide a été accompli. Si on ne peut empêcher un génocide, le minimum, c'est de se lancer dans le travail de mémoire. Jean-Marie, on a compris, c'est vrai, c'est une compréhension très scientifique aussi par rapport aux propos de Madame Assumpta. Mais que dire, par exemple, de ceux-là qui pensent que faire le travail de la mémoire, c'est faire revivre les cicatrices ou c'est ouvrir les plaies du passé. Oui.
Bon, évidemment, ils ont tort. Ils ont tort parce que ce qui est arrivé au Rwanda, si tragique soit-il, on doit le rappeler. On doit le rappeler pour plusieurs raisons. Pour moi, donc, la mémoire, donc, se rappeler ce passé-là, triste, tragique, d'abord, c'est rendre hommage aux disparus. C'est leur dire, vous n'êtes plus là, mais nous sommes toujours avec vous et vous ne nous avez jamais quittés. C'est donc hommage aux disparus. C'est aussi informer le monde entier, parce qu'il y a des gens qui connaissent mal, qui méconnaissent ce qui s'est passé au Rwanda, ce génocide. Ensuite, c'est pour prévenir. Hein. Comme disait un auteur que j'aime toujours citer, c'est Kariaspas, quand il dit « ce qui s'est passé est un avertissement ». L'oublier est une faute. Il faut toujours rappeler. Il a été possible que cela arrive. Et il reste encore possible que cela arrive de nouveau, chaque minute. Seule la connaissance de ce qui est passé peut l'empêcher de se reproduire. Donc la mémoire, c'est information, on informe, on rend hommage, mais aussi on prévient un autre génocide. Donc ce n'est pas faire le deuil au jour le jour? Bon, le deuil, on le fait toujours, vous savez. On le fait toujours parce que quand on a perdu quelqu'un, je pense que ce n'est pas parce qu'on l'a laissé là au cimetière qu'on l'oublie. Il est toujours là. Et chacun, à sa façon, fait son deuil. On vit toujours avec. Oui. Excusez-moi, pour justement tenter de répondre à ce que vous venez de dire. Au fait, le deuil d'un génocide est un deuil quasi impossible. Parce que ce n'est pas perdre quelqu'un. C'est voir l'arrachement. C'est voir le fait de nier l'existence, de ne même pas pouvoir aller au cimetière. Un génocide vous empêche de vivre un deuil. Donc faire mémoire aussi, c'est se souvenir régulièrement que ce deuil est un deuil jamais accompli, jamais fini, mais en même temps proclamer la vie. Un peu comme le disent certains artistes, et Jean-Marie fait partie des artistes qui ont compris ça, mais aussi des personnes comme Maria Yohana ou comme Suzanne Nyiranyamibwa. Quand Maria Yohana dit Sindatigiti, je n'ai pas encore fait le deuil. C'est pas pour nier que le deuil est là, mais c'est pour rappeler la dimension extraordinaire de ce que c'est le deuil d'un génocide. La mémoire d'un génocide, justement, est très difficile à appréhender. C'est pour ça qu'on a besoin d'y revenir 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après. Il faut revenir régulièrement sur ça pour essayer de recréer une vie. Faire mémoire, faire deuil, ce n'est pas pour empêcher d'avancer, c'est plutôt pour dire comment peut-on avancer sans tomber dans le risque d'une répétition. Justement, le travail de la mémoire, vous êtes attaché au Rwanda, mais le travail de la mémoire, à quel degré ça concerne le peuple rwandais et particulièrement les survivants du génocide, parce que lorsqu'on écrit un livre, lorsqu'on on arrive avec une pièce de théâtre, lorsqu'on produit un documentaire, un magazine, pour un peuple qui connaît déjà l'histoire, qui a vécu l'histoire, qu'est-ce qu'on apporte à ce peuple déjà qui vit dans ce passé douloureux? Qu'est-ce que vous apportez déjà à ce peuple concerné au premier degré? Oui. Bon, on essaie de... Je vais essayer de dire ce que je pense, ce que j'apporte, comment dire, en faisant le travail de la mémoire. Pour ce peuple, pour les victimes par exemple, pour les rescapés, rappeler à travers une chanson, à travers un pièce de théâtre, à travers un écrit, c'est opérer aussi une catharsis individuelle et collective. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas encore capables de dire ce qu'ils ont vécu.
Et quand, 30 ans après. 30 ans après, il y en a encore. Et, Dieu merci, j'ai vu, en lisant beaucoup de témoignages, en écoutant des chansons, des gens, des rescapés, je vois que les gens commencent à délier les langues. Mais il y en a encore d'autres qui n'ont pas pu dire, exprimer ce qu'ils ont vécu. Et donc, quand quelqu'un voit une pièce de théâtre, lit un roman, une fiction sur fond de génocide, et qu'il voit par exemple des personnages qui ont vécu ce qu'il a vécu, ça opère en lui une certaine thérapie. Donc, on peut le dire comme ça, une catharsis, une façon de revivre pour en guérir ce qu'il a vécu. Et les artistes sont là pour aider ces gens. Oui. Madame Soumta, vous avez écrit, mais vous avez également produit, par exemple, des documentaires. Ça fait plusieurs années que vous êtes là-dedans. Jean-Marie parle déjà en tant que poète et dramaturge. Il donne un exemple par rapport à ce qu'il fait. Vous, par exemple, pour la production des films documentaires, quel est le plus dur ou la partie la plus difficile, par exemple, quand vous vous mettez là-dedans et que vous devez faire parler les cœurs meurtris des gens? Alors, Jean-Marie, il avait bien commencé. C'est au fait qu'il y a une dimension individuelle. Chacun avec son histoire, l'histoire de sa famille, l'endroit où on se trouvait, la manière dont on a reçu les choses. Mais il y a aussi une dimension collective. Et comme le génocide est une rupture, le fait de voler en éclat toutes ces dimensions, dès qu'on s'y penche, que ce soit par le biais des arts, alors le cinéma fait partie des arts, mais aussi que ce soit comme moi je porte aussi la casquette de psychologue social. Et donc la dimension sociétale face à un génocide, c'est quelque chose d'énorme. Donc chaque fois qu'on y va, on y va avec humilité. On tente de faire quelque chose, on tente de contribuer et on a toujours peur d'être maladroit, de ne pas être à la hauteur. Dans votre démarche? Ah, tout à fait, toujours. Que ce soit pour écrire un article, que ce soit pour faire une interview, que ce soit pour monter une exposition, que ce soit quoi que l'on fasse. Parce qu'au fait, au départ, il ne faut pas oublier, oui, comme l'écrit bien Alison Desforges et ceux qui avaient travaillé avec elle, aucun témoin ne doit survivre. C'est l'anéantissement. La défunte Alison Desforges. Oui. Ouais. Et donc, le fait de commencer à travailler, d'approcher une personne, je dis qu'il faut vraiment y aller avec humilité, mais avec force, avec interdisciplinarité. Il vaut mieux avoir plus d'une corde, il faut avoir plus d'une flèche à son arc. Et donc, y aller en disant, j'y vais d'abord, ma première arme, c'est l'humanité. Ou nous. Le fait de reconnaître que l'autre est un être humain à part entière, avoir de l'empathie, mais aussi avoir un certain savoir-faire. Parce que parler après un génocide, parler et faire parler de l'indicible, ça exige vraiment aussi d'avoir... de travailler sur soi, mais de travailler sur l'autre. Une certaine manière d'aborder et l'humain et la société. Mais justement, par rapport à cette question-là de la mémoire, nous parlons d'un génocide commis contre les Tutsis. C'est déjà le génocide dans sa définition, c'est que c'est un crime bien ciblé à un groupe de gens et pour des raisons bien définies par les bourreaux. Mais pour la question des mémoires, il y a quand même deux dimensions où il y a une mémoire collective et une mémoire individuelle. Est-ce que dans notre cas, aujourd'hui, pour ce qui est du Rwanda, est-ce que la mémoire collective ne prend pas le dessus sur la mémoire individuelle? Comment est-ce qu'on arrive, par exemple, à séparer les deux ou pour que la mémoire individuelle puisse avoir sa place, mais également la mémoire collective puisse aussi avoir sa place?
Alors, il faut faire attention. Quand on parlait de la mémoire collective en sciences sociales, on renvoie à quelque chose peut-être qu'on n'a pas encore réussi à voir. Si on veut parler des mémoires de la collectivité, c'est autre chose. Parce que là, on parlait de Maurice Halbach. Et c'est autre chose. Je crois que c'est très légitime de poser la question. Parce que quand on dit, par exemple, le peuple rwandais se souvient. Ouais. Absolument. On ne dit pas Madame Assumpta se souvient. C'est parce qu'il y a justement la dimension effectivement collective. Et c'est la notion de mémoire collective que je voulais mettre entre guillemets parce qu'il y a un chercheur qui a consacré beaucoup de travaux là-dessus. Il y a beaucoup de thèses qui portent sur la notion de mémoire collective. Il y a effectivement négocié les intersections entre les mémoires individuelles, les mémoires familiales, les mémoires des victimes, les mémoires des bourreaux, les mémoires... Comment créer un espace d'intersection et de dialogue, je crois que c'est surtout ça, et comment réussir à faire équilibre. Parfois, on trouve d'un côté les mémoires individuelles, et puis de l'autre côté, souvent antagonistes. La mémoire du peuple rwandais, si on peut parler comme ça, et c'est peut-être là où c'est très important qu'il y ait des chercheurs, qu'il y ait des dramaturges, qu'il y ait des chanteurs, qu'il y ait des compositeurs, qu'il y ait des journalistes pour questionner tout cela, parce que c'est un long processus, il y a plusieurs mémoires. Jean-Marie le disait, il y a des personnes qui sont encore prisonnières de leur vécu, qui n'ont pas encore pu partager leur expérience. Moi, je veux savoir, juste, on a par exemple quelqu'un comme Charles Habonimana qui a écrit « Moi, le dernier Tutsi ». Quelqu'un qui n'est pas rwandais ou quelqu'un qui connaît mal l'histoire du Rwanda, il s'est dit « Ah bon ? Charles c'est le dernier Tutsi finalement qui a écrit ce livre. Après lui, il n'y a pas de Tutsi. » Déjà, dans la manière même de faire passer sa mémoire, son témoignage, est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau sur ce qu'on connaissait déjà, et combien c'est si important que chacun s'imagine ou pense que son témoignage va apporter une pierre à l'édifice. Il y aura toujours quelque chose de différent. Où les gens peuvent se dire, écoutez, à quoi bon apporter mon témoignage? Il y a tant de gens ont déjà écrit. On connaît déjà notre histoire. On a survécu à un génocide. Pourquoi je dois écrire? Justement, pourquoi c'est si important? C'est important parce que une expérience personnelle peut avoir une portée universelle. Donc et puis, j'aime citer encore Victor Hugo quand il dit « Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment nous sentez-vous » Pas insensé qui croit que je ne suis pas toi. En fait, quand je lis un témoignage, je connais beaucoup de gens qui se retrouvent dans un témoignage. En fait, on écrit son expérience personnelle, mais en fait, on écrit aussi celle des autres qui étaient avec vous. Donc, c'est à la fois individuel et collectif. Parce qu'après tout, ce qu'on voulait, les bourreaux en tuant ce dernier Tutsi, par exemple, quelqu'un d'autre aurait dit la même chose. Donc, c'est-à-dire que d'autant plus que le génocide, justement, visait un groupe. Et là, je reviens même à la question, pourquoi on dit le Rwanda se souvient? Parce que les Tutsis font partie du peuple rwandais. Et donc, cette mémoire-là, c'est la mémoire du Rwanda. C'est le Rwanda qui assume cette mémoire. Une mémoire triste, tragique, mais c'est la sienne. Et oui, bon, et maintenant, au-delà même des frontières du Rwanda, c'est le monde entier. C'est ainsi maintenant que nous avons des stèles commémoratives dans beaucoup de pays. Et notre effort, c'est justement que dans chaque pays du monde, il y ait une stèle commémorative du génocide des Tutsis du Rwanda. Parce que le drame qui a endeuillé le Rwanda, donc je veux dire le génocide, est un drame humain, donc ça concerne tous les humains. Et donc, non seulement le Rwanda se souvient, mais aussi le monde entier doit se souvenir. À mon avis, quelque chose d'individuel, mais aussi collectif, de collectif, parce qu'effectivement, moi, c'est toi. Voilà.
si on peut le dire. Voilà, peut-être, j'aimerais bien qu'on attaque aussi cette partie-là, de la partie de la documentation. Oui. Le génocide commis contre les Tutsis, ça va faire 30 ans de cela, mais la connaissance de ce génocide, disons-nous la vérité, ce sont les autres qui ont parlé de ces génocides, qui ont fait connaître ce génocide, Oui. et qui ont à un certain moment eu une sorte de monopole de l'information et même de la genèse de ce génocide. C'est seulement plus tard qu'on a eu les Rwandais qui y ont commencé à parler de ce génocide et des différents angles et surtout des origines de ce génocide, des origines historiques. Madame Mugwaneza, quelle est aujourd'hui la part des Rwandais et particulièrement les survivants du génocide dans la documentation sur le génocide? Est-ce qu'on peut dire que ça pèse? On a assez de publications, on a une documentation assez fournie par les Rwandais et particulièrement par les survivants pour parler de cette mémoire, pour vivre cette mémoire. C'est une question claire, mais en même temps c'est une question très complexe. Dans la mesure où quand on parle de documentation, c'est un champ très, très vaste. Ça peut aller du fait de documenter les maisons détruites, que le fait de dire à tel endroit on a trouvé autant de corps, ou bien, c'est énormément de choses, mais aussi c'est le travail que peuvent fournir. En Kinyarwanda, on dit ijoro ribarwa riraye. Donc le fait de pouvoir porter témoignage de ce qu'on a expérimenté. Il faut le reconnaître, ce génocide était d'une telle ampleur, le niveau de destruction était tel, et puis le fait que ça se soit passé dans la proximité entre des frères, entre les Rwandais eux-mêmes, a compliqué singulièrement la tâche de documentation. Parce qu'au lendemain du génocide, bientôt on va se souvenir de la victoire du Front patriotique rwandais, de la prise de Kigali, quelque chose qui sonnait comme la fin du génocide. Mais au fait, quand on le dit, c'est peut-être oublié que quand ils ont pris Kigali, Kigali se vidait, il restait surtout des morts. Les autres partaient vers l'exil au Congo, ou au Zaïre et ailleurs. C'est oublié, il faudrait garder en mémoire le fait que la guerre ne s'est pas arrêtée. Il a fallu continuer à combattre. Il a fallu faire face à la fameuse zone turquoise qui avait été instaurée par l'armée française. Il fallait empêcher de mourir, il fallait soigner, il fallait penser. Et donc, quelque part, documenter les premières traces de l'après-génocide n'ont pas pu être saisies. Ceux qui les ont saisies, c'est ceux qui venaient pour autre chose, les étrangers, parce qu'ils venaient enquêter. Parce qu'ils venaient, oui, les ouvrages comme ça, il n'y a pas de Rwandais là-dedans. C'était sur les Rwandais, mais le travail était fait par une équipe extérieure. Ce qui me ramène aussi à rappeler que, à cette époque, le monde extérieur, la fameuse communauté rwandaise, considérait que les Rwandais ils étaient des protagonistes. Si on se levait pour dire « je portais telle parole », on disait « vous êtes Hutu ou vous êtes Tutsi ». Si vous étiez Hutu, en général, vous ne le disiez pas, parce que quand on était de la communauté des Hutus, même quand on n'avait pas commis le génocide, on avait beaucoup de mal à parler. Quand vous étiez Tutsi, on disait ah non, vous ne pouvez pas être objectif. C'est ça. Ça a été une sorte de conquête. Il a fallu arracher cette parole qui est légitime. Il faut le reconnaître, hein. Parler d'un génocide en étant... Ça exige vraiment... Mais en même temps, comment parler d'un génocide quand on ne peut même pas parler la langue, par exemple, du génocide? Si c'est le génocide au Rwanda, ne pas parler le Kinyarwanda vous met à distance. Aujourd'hui, on a la chance, il y a quand même plus d'espace
pour dialoguer. Mais il fallait tout faire, il fallait traduire, se disputer avec ceux qui écrivaient, parce que quand vous disiez c'est pas comme ça que ça s'est passé, ils vous expliquaient que eux savent, pas vous. Ça, il fallait travailler avec ceux qui faisaient des films, il fallait enseigner quand on avait la chance d'être en dehors, il fallait revenir ici, essayer de parler avec les gens. Il y avait beaucoup de choses et il y avait aussi l'État qui devait faire 1001 choses en même temps. Tout était prioritaire, il faut reconnaître. Tout était prioritaire et urgence même. Et donc, face à un millier d'urgences, la documentation n'a pas été aisée au début, mais aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il y a des choses qui ont changé quand même, il y a des avancées. Mais parmi les choses qui ont changé, aujourd'hui, ici, nous sommes entourés par des publications, des livres, hein, un peu partout, des livres écrits aussi bien par les Rwandais et des autres qui ne sont pas Rwandais, parce que tout à l'heure on parlait d'Alison Deforge, il y a aussi des publications comme Patrick de Saint-Exupéry qui a également publié. Il y a tellement d'ouvrages. Mais il y a une question aussi fondamentale. Si on écrit, on a des Rwandais, des Rwandaises qui ont écrit, soyons aussi clairs, les canaux de transmission de cette mémoire, si on a l'exemple des livres, soyons objectifs, la culture de la lecture, ça reste aussi un problème par rapport à notre peuple. Nous sommes en face d'un peuple qui aime plus entendre que lire. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui si les gens se mettent à écrire et pour ne pas trouver des gens pour les lire? Oui, d'abord je voudrais revenir... Comment pallier à cette situation? Sur la question de la documentation. C'est vrai, il y a par exemple... Je me rappelle quand ce projet dont je fais partie, écrit par droit de mémoire, commençait en 1998. C'est vrai, il y avait très peu de Rwandais qui avaient écrit. Ça peut se compter au doigt. C'est Mukagasana qui avait écrit « La mort ne veut pas de moi ». C'est qui encore? C'est Annie qui a été, si je pense. Il n'y avait pas encore. Pas encore, voilà. C'était des étrangers, des Européens qui avaient écrit, mais pas des livres de témoignages. C'était des articles. Des articles, des livres d'histoire, voilà. Mais on remarque quand même que 25 ans après, il y a beaucoup de Rwandais qui écrivent. Et il y a soit des mémoires. Il n'y a pas un seul Rwandais maintenant qui fait un travail de sociologie ou de psychologie sociale qui ne travaille pas sur le génocide. Vraiment. Hein? Quand vous regardez la bibliographie, vous trouvez que c'est ça. Bon, maintenant, il y a autre chose. Il y a des écrits testimoniaux, donc des témoignages faits par les rescapés. Qu'ils se fassent aider par quelqu'un d'autre, mais au moins, il y a des gens qui ont commencé à dire ce qu'ils n'avaient pas pu dire avant. Il y a par exemple Madame Dimitris ici, avec qui vous avez travaillé très récemment. J'ai traduit son livre, donc c'est ça. Donc, il y en a d'autres maintenant qui veulent dire, qui veulent écrire. Au niveau filmique, par exemple, c'est ça, documentaire. Assoumouta est mieux placé pour le savoir, pour nous le dire. Il y a beaucoup de documentaires qui se font là-dessus. Donc on peut dire que c'est encourageant et que c'est bon, c'est positif, parce qu'il faut que ces moments-là soient vifs. À la question maintenant de la culture de la lecture. Maintenant, la culture de la culture. Alors, oui, je vois bien. C'est vrai, on nous reproche. Il y a des gens qui demandent... Non, mais pas, c'est la réalité. C'est la réalité. On n'a pas une culture de lecture. Nous, on est encore dans la situation de l'oralité, donc on ne veut pas en sortir. Quelqu'un vous demande, vous lui demandez, est-ce que vous avez lu le livre de tel? Il dit, racontez-moi ça. C'est la tradition orale. La tradition orale qui continue encore. Qui continue. Vraiment. Donc on ne lit pas, c'est vrai. C'est vrai, on ne lit pas et contrairement à d'autres pays que je connais quand même, africains, où les gens ont cette culture-là. Peut-être c'est lié aussi à notre histoire coloniale. Vous savez, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a la colonisation française a développé la culture de la lecture. Et les maisons d'édition. On veut écrire quelque chose, on a une maison d'édition. Ici, vous savez l'état de la situation. Mais est-ce que en tant que acteur aujourd'hui dans ce domaine, dans ce travail de mémoire, avez-vous trouvé des solutions palliatives? D'écouter,
soyons en réalité, regardons la réalité en face. Si notre peuple n'est pas très porté vers la lecture, est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose? Avez-vous pu trouver autre chose pour justement faire vivre cette mémoire, mais à travers des produits que notre peuple consomme facilement ou d'autres personnes peuvent consommer facilement? Bon, écoutez, on est en train plutôt d'inciter vraiment, d'inciter la jeunesse, parce que ce sont eux, le Rwanda de demain, les jeunes, à lire. Plutôt à apprendre à lire. Et, au cours des cafés littéraires, des conférences qui se font dans les classes, dans les écoles, on les incite à lire. Donc ça c'est le premier canal, le premier moyen de transmission. Mais aussi maintenant, comme ils sont plutôt intéressés par l'audiovisuel, donc on peut aussi transmettre à travers ces moyens sur YouTube. Donc, c'est-à-dire on trouve des livres, mais en ligne. En ligne, par exemple, e-book, c'est ça. E-book. Ça commence à se... Mais là aussi, c'est toujours la lecture. C'est la lecture, c'est toujours la lecture. Voilà, c'est ça. C'est la lecture. Non, moi je crois que je peux peut-être apporter ma C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale et à laquelle, avec Anna Guion, nous avons essayé d'apporter notre petite contribution. Depuis 2010, nous avons créé un centre d'archives audiovisuelles. Le son et l'image, parce que si on veut aller à la rencontre du Rwandais, il faut absolument légitimer, parce que c'est légitime, l'oralité. Si on veut écouter ce que les personnes ont à dire, il faut être en mesure de l'entendre, d'avoir des références. Je vais dire quelque chose de très simple, parce qu'on parlait du génocide. Comme vous le savez, le génocide invente son vocabulaire. Après, quand le génocide s'arrête, si vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre de ce vocabulaire, même si c'est en Kinyarwanda, vous n'allez pas pouvoir comprendre ce qui se dit. C'est le cas de Gukora, c'est le cas des concepts comme Kubohoza, des choses comme ça, ça passe au-dessus de tout le monde. Gukora, un terme utilisé par les bourreaux. Vraiment, massacrés pendant le génocide. Kubohoza, c'est violer les femmes Tutsi dans l'optique de l'extermination. Et CND, Conseil national du développement, c'était les fosses communes qu'on créait en disant les Tutsis n'ont d'autre place que là. Pourquoi un centre d'archives audiovisuelles? Parce qu'en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir l'âge que j'avais au moment du génocide. Et je me souviens que j'avais fait mon premier mémoire, le mémoire de maîtrise en 98. J'avais travaillé sur les discours de la haine, je connaissais plein de choses sur Kangura, sur la RTLM et les autres médias de la haine. Il y avait l'ouvrage de Jean-Pierre Chrétien qui était sorti, mais en fait quand on en parlait, on voyait que écrire, ça ne sortait pas. J'avais travaillé avec des artistes qui sont dans le cinéma, dans le théâtre, et au fait, on voyait que les gens ici n'y avaient pas accès. Alors créer un centre d'archives audiovisuelles ou bien prendre une initiative qui dit, vous savez, l'oralité, c'est légitime. C'est une manière aussi de créer la rencontre. J'ai parlé d'interdisciplinarité, c'est une exigence. Si Jean-Marie écrit une pièce de théâtre et qu'il ne trouve personne pour la jouer, s'il l'écrit en français pour parler au monde extérieur, qu'il n'y a personne qui s'y intéresse pour la traduire en Kinyarwanda, vous voyez, c'est tout le temps coupé. Donc l'une des solutions, c'est de légitimer le fait que les Rwandais ne sont pas beaucoup dans la lecture, mais travailler aussi au changement, il vient de le dire, mais surtout donner à entendre la portée extraordinaire de la langue Kinyarwanda. Parce qu'on ne peut pas, si on écoute parce que les gens disent en Kinyarwanda, on ne peut pas comprendre. C'est pas moi qui ai créé ce terme, c'est Gotsali et Suzanne Heim qui parlent de l'architecture du mal. Si on ne comprend pas comment la pensée génocidaire a été structurée, elle a été structurée en Kinyarwanda, c'est difficile de faire mémoire si on n'épouse pas le langage, l'univers cognitif discursif de ce mal. Donc,
on est en route, on peut tenter des choses, mais il faut qu'on garde toujours cette idée qu'on n'est jamais vraiment à la hauteur, mais en même temps qu'on ne peut pas s'arrêter et qu'il faut s'entraider, qu'il faut chercher toutes les forces combinées, parce que le génocide a tendance aussi à nous diviser, à nous ériger les uns contre les autres. C'est la violence. La violence souvent reproduit des comportements violents. Jean-Marie, vous êtes beaucoup plus aussi dans le théâtre. Oui. C'est aussi une de canaux de communication préférés des Rwandais. Ikinamicho, les gens aiment bien c'est vrai. le théâtre. Vous pensez que là, on trouve preneur? Oui, je pense que... Davantage, surtout les citoyens lambda, voilà. Vous savez, au niveau de la base, on trouve preneur. C'est ça, c'est-à-dire, quand je remarque par exemple ceux qui consomment ma littérature, donc, je trouve que plus ils sont au courant de ce que je fais au niveau dramaturgique, qu'au niveau fictionnel. Si on demande aux gens, est-ce que vous avez lu des romans de Jean-Marie sur le génocide? Très peu. Par contre, je vais dans une salle, j'ai eu l'occasion de remplir 1000 personnes là, de rassembler 1000 personnes au Centre culturel français dans le temps, des élèves, des étudiants, parce que... Ils connaissent plus vos pièces? Oui, c'est ça exactement. Parce qu'ils écoutent. Ils ne lisent pas, ils écoutent. C'est bon, ça les fait plaisir. Ils écoutent collectivement. Collectivement. Oui, c'est ça. Voilà. Pourtant aussi, cette compréhension, la compréhension de la mémoire, c'est aussi la dimension individuelle est très importante pour aussi voilà, vivre les moments et surtout essayer un peu d'avoir une certaine perspective. Et maintenant, 30 ans après, tout ça, le génocide aussi lourd que soit notre passé ou que soit le passé surtout des survivants du génocide, c'est aussi 30 ans de libération d'un nouveau Rwanda. Et qui dit libération voit en face de nous le développement et tout ce qui vient avec, l'ouverture au monde. Est-ce que vous qui travaillez sur la question de la mémoire, est-ce que cette libération-là qui nous a ouvert et à la vie et au développement et au monde, comment on conjugue, on vit avec cette libération 30 ans après, avec ce passé lourd? Oui. En fait, je parlais de la résilience du peuple rwandais. Donc, on a un passé lourd, on a un passé sanglant, un passé tragique, un passé chargé de déchirures, de violence, etc. Mais on doit vivre, Et pour vivre, comme on l'a dit, on n'oublie pas. On a toujours en mémoire ce qui a été fait de négatif et on sait maintenant d'avancer, d'aller de l'avant. Et nous avons des mécanismes ici. J'ai apprécié, par exemple, les mécanismes que l'État a mis en place. Par exemple, l'éducation à travers les Itorero, donc rééducation du peuple rwandais, en fait, aux valeurs traditionnelles, sociales. Le concept de Munyarwanda que nous disons, que l'on traduit, en fait, comme ethnicité zéro. Cet idéal politique qui substitue l'identité civique à l'identité ethnique. Voilà, Rwanda. Parce que justement, le génocide... Ce sont des outils qui permettent au Rwanda nouveau, libre, c'est ça, de sortir de ces cendres. Voilà. Oui. Donc, la création d'un nouveau Rwandais, si on peut dire ainsi. Et là, c'est pas au niveau seulement politique, mais c'est au niveau aussi économique, évidemment. Donc, ça va ensemble. Le développement ne peut pas être seulement économique, mais aussi humain et social. Ça nous rappelle, ça nous renvoie un peu à la définition, à la manière de décrire le Rwanda quand on observe le Rwanda 30 ans après. On parle d'un miracle rwandais, un passé lourd, une économie qui boom en croissance, une croissance spectaculaire.
malgré un passé aussi lourd. Oui, et on se demande d'ailleurs pourquoi. Bon, on se demande comment et pourquoi. Vous êtes de quel côté? Prenez-vous ça en tant que Rwandais, en tant que miracle aussi, ou comment est-ce que vous définissez ça? J'ai été témoin de ces deux discours. Hein, parce que quand j'étais en Occident, au moment du génocide, j'étais à Rome. Et quand, comme elle a dit Assunta, on avait peur de décliner son identité. On avait dire, non seulement dire qu'on était Hutu ou Tutsi, mais même dire Rwandais. Parce que Rwandais, ça signifiait barbare. C'était synonyme de barbare, de primitif, de sanguinaire. Et je connais beaucoup de gens qui se sont inventés des patries imaginaires pour ne pas avoir... Associé voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Mais maintenant... 30 ans après. 30 ans après, quand vous êtes... On veut reprendre. Que vous venez du Rwanda, qu'est-ce qu'on dit? Oh, la ville de Kigali, la ville la plus belle, la plus propre. Et on parle du président. Si on nous prêtait notre président, votre président, si on nous prêtait pour au moins une année, vous comprenez? Donc, comment il a pu sortir ce pays? Bon, avec tout le peuple rwandais, évidemment. Hein. Donc, comment vous avez pu sortir se libérer dans l'enfer. Oui, et avoir une mémoire apaisée et apaisante. Parce que, rappeler sans créer des haines et des rancœurs, c'est extraordinaire, c'est vrai. Et vraiment, et c'est cela que les gens reconnaissent chez le peuple rwandais. Ils disent, vous êtes un peuple extraordinaire. Bon, vous avez connu le pire, mais aussi vous êtes capable du meilleur. Les deux. Oui. Voilà, et donc c'est quand même, on dit, 30 ans après, on peut dire que vraiment les choses sont, comment dire, il y a lieu de se dire bravo. Félicitations. Voilà, on parle du phénix qui renaît de ses cendres. Qui renaît de ses cendres. On parle du Rwanda, du peuple rwandais, sa résilience. Mais comme ici on parle de mémoire du génocide, et les morts, les victimes ne sont pas là pour nous en dire un mot, mais les survivants sont là pour témoigner de leur passé, de leur expérience. Est-ce que la libération du Rwanda, le nouveau Rwanda dont on parle, a pu panser les plaies, a pu aider, permettre aux survivants, malgré leur passé, de vivre comme les autres, d'avoir des aspirations, de rêver d'un futur possible. Il y a un mot sur lequel je voudrais que nous ne passions pas trop vite. Oui. C'est le terme de libération. Il y a d'abord la victoire du Front patriotique contre l'appareil génocidaire. Contre le mal. Contre le mal, et surtout contre l'appareil génocidaire, le Hutu Power, les masses et les miliciens qui massacraient et tout ce qui s'y était adonné. Cette victoire nette et sans bavure, c'est marque le point zéro de ce que nous sommes en train de raconter ici. S'il n'y avait pas eu cette victoire, le génocide peut-être aurait été parfait, pardon de parler comme ça, et il n'y aurait pas d'histoire de mémoire. Puisqu'il n'y aurait pas eu d'arrêt du génocide, il y aurait ni de eu justice, ni de... rien de tout cela. Et donc quand on parle de victoire, après on entre dans le processus de libération. Libération de l'exil, libération des ethnies, libération de la pauvreté, libération de cette maudite idéologie de la haine qui avait gangréné le Rwanda depuis presque un siècle. C'est un processus. La victoire est nette, la libération est un processus. Comment créer, et il a déjà abordé ça, mon ami Jean-Marie, comment passer de cette situation indescriptible de 1994 à aujourd'hui? Je vais employer un concept que je trouve très riche, très fort en politique, qui malheureusement n'est pas toujours analysé. Là, je prends ma casquette de politique, de scientifique politique, c'est-à-dire que le concept de Ubudasa Bw'u-Rwanda, pas les histoires qu'on affiche, pas Ubudasa Bw'u-Rwanda, c'est ces deux extrêmes. L'extrême destruction
et l'extrême capacité de refuser de mourir. Dire non, on ne va pas mourir, on ne va pas mourir en tant que peuple, on va revivre ensemble, on va gagner ensemble, on va juger, sanctionner tout en réhabilitant, on va se souvenir du génocide tout en rappelant que nous sommes tous frères, on va développer tout en essayant d'attendre ceux qui ont le pas lent, notamment les rescapés. Alors, est-ce parfait? Non, bien sûr, ce n'est pas encore parfait, peut-être que ça ne le sera jamais. Mais ce qui compte, c'est la trajectoire et c'est la vision. Et cette vision n'est pas seulement une affaire qui est décrétée par le président ni par le gouvernement. Il y a toujours le niveau global, national, mais il y a les niveaux méso et les niveaux micro où chacun peut dire « j'ai déjà fait ça ». J'ai déjà concédé ça, j'ai déjà contribué comme ça. Et les 30 ans de libération nous rappellent qu'est-ce que je peux ajouter. Et surtout, comment faire pour que ce soit durable. Encore une fois, pas comme une petite publicité, la durabilité, tout le monde l'emploie aujourd'hui. Mais être durable, ça veut dire qu'on le transmet aux nouvelles générations. Un peu encore une fois, comme Jean-Marie avait essayé de le faire avec son ouvrage. Lorsque nous travaillons avec cet ouvrage, on parlait déjà de penser. Penser, pas juste dire. Penser et écrire pour que ce soit pérennisé, pour que le Rwanda qui se relève de sa mort puisse durer Ingomijana, si je peux me permettre de parler en Kinyarwanda, 100 siècles encore, donc ça veut dire 1000 ans ou plus. Voilà. Jean-Marie, c'est très important. Nous savons tous les pays, notamment africains, ont connu, après les années 60, comme le disait c'est Amadou Kourouma, le soleil des indépendances. Mais pour les uns, ça a été un soleil, ou en tout cas pour la majeure des pays africains, ça a été un soleil noir qui n'a pas malheureusement brillé. Un grand désenchantement. Voilà. Notamment le Rwanda en a payé le prix pour toutes ces années. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un leadership, un pays, quand on hérite d'un pays en cendres, on arrive à remettre tout le monde dans la même direction et qu'on puisse avoir un peuple qui puisse croire en vous avec ses plaies pour certains, avec une conscience lourde pour d'autres et aussi avoir le reste du monde aussi en train de vous observer, de dire écoutez, qu'est-ce qui va faire d'un pays chaos, si je peux dire. En fait, Sabiti, quand le génocide se perpétrait et que quand le FPR a gagné sur les forces génocidaires, il y a beaucoup de gens, en Occident surtout, qui doutaient de la résurrection de ce peuple. On croyait que c'était fini. Donc c'est le Rwanda, c'était effacé de la carte du monde. Alors, ce leadership, qu'est-ce qu'il a fait, à mon avis, qui fait que justement il impose le respect et l'estime de la plupart des gens, c'est qu'il n'est pas tombé dans le même piège que les dirigeants, les leaderships précédents. Parce que d'abord, qu'est-ce qui a miné, qu'est-ce qui a gangrené le tissu social du Rwanda? C'est cette idéologie de la haine, l'idéologie raciste anti-Tutsi, dont les origines remontent au temps de colonisation. Je parle souvent de la théorie amitique, cette théorie inventée, créée de toutes pièces par un anthropologue médecin britannique, Charles Gabriel Seligman, qui commence à donner des origines étrangères aux gens qui ne s'étaient jamais donné des origines étrangères. On fait venir du Tchad, on nous fait venir de Abyssinie, on nous fait venir de la forêt équatoriale, et on nous donne des, comment dire, on nous appelle des races, on nous étiquette des races différentes qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien en commun. Déjà, c'était la base de l'idéologie. Et vous savez que les premières républiques, la première et la deuxième, ce sont le fer de lance de la politique, c'était ça, l'idéologie anti-Tutsi, qui fait des Tutsis des étrangers. Et remarquez dans le vocabulaire même des génocidaires, ils disent le peuple du Rwanda s'est mis en colère contre l'attentat à l'avion.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Tutsis ne font pas partie du peuple du Rwanda. Qui leur a dit ça? Ces théories-là qui remontent justement de la colonisation. Donc, déconstruire ces théories, déconstruire ces idéologies, c'est déjà l'un des pas, donc l'un des moyens de ressouder ce peuple, ce tissu social du peuple rwandais qui avait été déchiré. Donc, la politique de Munyarwanda, non, je suis rwandais. Je suis rwandais. Tout en sachant qu'on soit Hutu, Tutsi ou toi, mais on sait qu'on est citoyen rwandais et on a les mêmes droits. Et là, si vous avez un leadership qui fait de sa politique, qui fait de sa politique justement le fer de lance de sa politique, ce concept de Munyarwanda, unité nationale, qui rassemble, qui concilie, c'est déjà un point positif, c'est déjà quelque chose, un bon départ. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui, les gens s'étonnent en fait, parce qu'ils s'attendaient à une revanche, hein, et ça aurait été justement œil pour œil, dent pour dent, c'est de créer des rancœurs et des haines perpétuelles. Et là, ils n'ont pas vu ça, et c'est pourquoi justement ils s'étonnent comment ce peuple-là a pu prendre un chemin autre que celui-là qui avait été pris par les présidents. Maintenant, alors qu'on mène vers la fin de notre émission, malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps. Il y a le nouveau Rwanda que vous essayez à tous les deux à dépeindre. C'est un nouveau Rwanda, quand on dit 30 ans après le génocide, soyons conscients qu'il y a une nouvelle génération qui s'est également installée dans la société rwandaise, qui n'était pas là. On peut imaginer les enfants nés dans cette période-là, que ces enfants soient nés au Rwanda, qui soient nés en dehors du Rwanda, parce que certains Rwandais étaient encore en exil, ils sont revenus, des enfants qui n'ont pas forcément connu l'époque. 30 ans après, bien qu'étant né après, mais ils portent quand même le passé du Rwanda. Comment est-ce que cette nouvelle génération, par exemple, on passe le message, on passe cette mémoire-là, ce flambeau-là de mémoire, Madame Assumpta? Quel est surtout le rôle du socle de la famille, de la société? Là, je vais parler de la famille. C'est quoi le rôle de la famille pour transmettre justement cette mémoire à ces jeunes générations? C'est encore une fois une question très importante que vous nous posez là, Sabiti. Est-ce que vous m'autorisez à dire un mot sur la thématique précédente? Pourquoi le Rwanda n'a pas basculé dans le fossé où on l'attendait après la victoire du FPR? Et là, je parle scientifiquement, parce qu'il s'agit de recherche. C'est parce qu'il y avait des fondements idéologiques. Le terme fondement et idéologie, j'y tiens beaucoup. Politiquement, c'est très important. Il y avait des fondements idéologiques qui avaient mis en mouvement le Front patriotique rwandais. Et je crois que c'est très important d'y revenir. Beaucoup de gens ont connu le FPR comme un mouvement militaire qui a combattu et qui a gagné contre l'appareil qui commettait le génocide. Mais on oublie souvent que l'histoire politique de ce mouvement. Et franchement, il y a des fondements politiques comme le Rwanda ne peut vivre que s'il est le Rwanda de tous les Rwandais unis comme frères. Donc, on peut même s'arrêter sur cette idée d'unité de tous les Rwandais. Peut-être pour être beaucoup plus précis aussi, c'est que le FPR à sa naissance, ça n'avait rien à voir avec le génocide. Le FPR avait un cahier des charges. Ils avaient une vision du Rwanda qu'ils voulaient voir. Exact. C'est cette vision-là, c'était juste pour vous accompagner, qui devait continuer malgré ce qui venait de se passer. Il y avait quand même une vision claire à la naissance du... Dans le langage, peut-être c'est vrai, j'ai oublié qu'on est sur une télévision publique. Dans le langage d'aujourd'hui, on peut dire d'une vision, et moi, j'ai préféré employer les fondements idéologiques, politiques du Front patriotique. Ça a été vraiment comme
ce qu'on reçoit avant la naissance et quand on se développe, ça permet de faire face à beaucoup d'adversités. Donc, l'une des raisons pour lesquelles le FPR a pu tenir, c'est parce qu'il y avait une voie qui avait été pensée, imaginée et enseignée à ceux qui y croyaient, ceux qui avaient rejoint le FPR. Oui. Et je commencerai par en disant que peut-être aujourd'hui, le défi que nous avons comme adultes, c'est de reconnecter le passé et le présent, au niveau politique, mais aussi au niveau mémoriel et au niveau économique, au niveau culturel. Social. Social, absolument, parce qu'il y a des fractures intrasociales qui sont énormes et qu'on ne peut pas combler juste comme ça. Le niveau global est avancé quand on voit ce qu'il est possible d'imaginer, de réaliser, de voir avec ses yeux, on est étonné, mais pour que ça dure, encore une fois, il faut pouvoir transmettre ça. Expliquer les tenants et les aboutissants aux nouvelles générations, dans les familles, comme vous dites. Lorsqu'on fait une commémoration, il ne faut pas que ce soit juste un moment de regarder, de pleurer et partir. Il faut expliquer. Lorsqu'on va célébrer une journée comme le 4 juillet, il faut prendre le temps de s'asseoir en famille, dans les localités, pour porter un discours d'adulte responsable. Responsable du passé, responsable aussi vis-à-vis de ces jeunes qui représentent l'avenir, et oser tenir les discours médiatiques, les discours artistiques, les discours politiques, les discours intellectuels, parce qu'encore une fois, le Rwanda a besoin de tout cela. Si on part sur une petite voie étroite, on ne sera pas dans la suite de ce qui nous a évité de mourir en 94, en 95, 96, lorsque ceux qui avaient commis l'irréparable au Rwanda prononçaient cette fameuse phrase de Rwigeruru Nsubize. Essaye-les et rends-le moi. Sous-entendu, moi, le peuple est légitime, voilà. Parce que toi, Tutsi ou FPR, à l'époque, on mélangeait tout. Oui. Toi, tu n'es pas légitime au Rwanda. Cette légitimité, c'est le cœur de Ndu Munyarwanda. Ndu Munyarwanda, c'est je suis Umunyarwanda, quel que soit mon parcours, en fait. C'est surtout ça. Quel que soit mon parcours, Ndi Umunyarwanda. Ça, c'est ce qu'il faut que nous essayions de transmettre en faisant de la recherche, en écrivant, en faisant des films, en enseignant dans les classes, en travaillant comme à la télévision, dans les produisant médias. Des émissions comme celle-ci. Absolument. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être aussi pour terminer, Jean-Marie, vous avez aussi, par exemple, il y a l'une de vos publications ici, le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliquer à ses enfants. C'est toujours délicat lorsqu'on dit un génocide expliqué aux enfants, mais parce qu'on est dans la thématique également en rapport avec la libération, les enfants consomment le développement que le Rwanda connaît aujourd'hui, mais les enfants aussi doivent consommer le passé. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait consommer aux enfants un passé lourd? Nous commémorons en même temps la fin d'un génocide, mais en même temps la libération du pays. Comment est-ce qu'on explique ça à ces enfants? En fait, il faut leur dire que notre histoire, si tragique soit-elle, ils doivent la connaître. Ils doivent la connaître et l'assumer. Et l'assumer. Parce que ce sont eux le Rwanda de demain. Mais parce que aujourd'hui, nous célébrons les 4 juillet, on est libre, mais vous rappelez quand même qu'on n'est pas... Et ce livre, par exemple, vient de quelque part. A été demandé par les jeunes eux-mêmes. Ils disaient, est-ce que vous pouvez nous écrire un livre qui nous expliquerait le génocide de façon simple? C'est ce que j'ai essayé de faire. Hein. C'est pas toujours facile. C'est pas aisé. Mais c'est pas aisé. Mais j'ai essayé vraiment de traduire en fait mes recherches académiques et de les exprimer dans un langage accessible. Et mon bonheur, c'est que quand même, quand ils le lisent, et tout, voilà, on est satisfait, on a des réponses à des questions qui s'opposaient à nous. Et voilà, donc le livre sera disponible dans les écoles. J'ai été en Europe et là, les jeunes européens aussi, les jeunes polonais, les jeunes français, les jeunes belges, ils ont envie de connaître.
parce que ça fait quand même 30 ans, c'est pas mal, c'est pas beau, c'est pas peu. Donc il y en a, et puis c'est lointain, vous savez. Donc il faut alors rappeler, il faut leur dire, il faut les informer, et c'est comme ça la transmission intergénérationnelle de la mémoire. C'est ça. C'est très important de marquer la libération et la mémoire. Oui, absolument. Et savoir que justement, la libération, non, le FPR a arrêté ce génocide pour construire un Rwanda nouveau, pour leur donner un Rwanda qui serait paisible, qui serait pacifique, qui serait dépourvu de ces clivages ethniques, entre guillemets. Qui en serait libéré. Et surtout, vous avez parlé du FPR et son combat, et surtout de ses idéaux que Mme Assompta a exprimé. C'est de donner un sens au travail, au combat du FPR, parce que si déjà ça doit trouver un sens, c'est qu'il y a eu un arrêt d'un malheur et un début d'un nouveau, d'avoir un nouveau départ, et surtout la réalisation et les réalisations qu'on connaît aujourd'hui ont une essence, ont eu des auteurs. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'on connaisse ce qu'on connaît aujourd'hui, et surtout le nouveau Rwanda qu'on connaît aujourd'hui. Merci à tous les deux, Madame Assompta, Monsieur Jean-Marie Rurangwa, pour vos contributions, en tout cas, combien riches. Nous aurons d'autres occasions de parler à long et à large d'autres formes, surtout de la contribution sur la mémoire du génocide. Merci à tout le monde d'avoir suivi l'émission Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.